5 Monde, bienvenue à tous. Il est 3 heures du matin à Paris, 1 heure du matin temps universel, 21 heures à New York. C'est là où Barack Obama et John McCain vont s'affronter, très exactement à l'université d'Hofstra, c'est à Hampstead, c'est dans le comté de Nassau, dans la région de Long Island, c'est l'État de New York. Le journaliste de CBS qui va officier durant ce débat vient juste de s'installer. Il a parlé au public pour dire comment allaient se dérouler ces 90 minutes de débat entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. TV5 Monde diffuse donc en direct le troisième et dernier raffrontement entre les deux rivaux au bureau ovale, un débat qualifié par beaucoup d'analystes comme celui de la dernière chance pour le candidat républicain John McCain. Il s'est installé depuis hier soir dans un grand hôtel de la 54e rue à New York. Il est à la traîne dans le sondage. Selon les instituts, bien le sénateur de l'Arizona concéderait entre 9 et 14 points à son rival, le démocrate Barack Obama. Un site irlandais de paris en ligne donne même Barack Obama très largement vainqueur pour cette prochaine présidentielle. Alors, contrairement aux deux précédentes joutes oratoires, eh bien, le débat n'aura pas lieu debout, mais assis. Ils seront donc installés autour d'une table. C'est une interview qui sera réalisée sur deux thèmes principaux. C'est l'économie et la politique intérieure. On sait que l'économie n'est pas forcément le fort de John McCain. En revanche, c'est un thème de campagne qui a été longuement développé par Barack Obama. Il l'a développé sur plusieurs axes, à la fois sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi. C'est une aubaine notamment par rapport à la crise financière qui a eu lieu. Ce sont des thèmes qui sont plus chers aujourd'hui aux concitoyens de Barack Obama que ne sont les thèmes qui ont été portés par John McCain. Lui, il est plutôt parti au départ sur les grands dossiers internationaux, sur sa capacité à pouvoir conduire les forces armées. Mais il faut croire qu'aujourd'hui, eh bien, les Américains sont plus sensibles aux thèmes intérieurs qu'à la politique extérieure menée par le candidat ou par l'un des deux candidats. Pour l'instant, eh bien, John McCain, lui, donc, peine dans ses sondages. Ils ont donc 90 minutes pour convaincre, 90 minutes relativement compliquées, puisque l'économie donc et la politique intérieure vont être au cœur des débats. Le journaliste de CBS donc débute son intervention. Il devrait normalement accueillir ce débat, 90 minutes donc entre Barack Obama et John McCain, que nous allons maintenant entendre. À tout à l'heure. De questions nationales, nous allons passer 1h30 à parler donc de ces questions. Un débat organisé en 9 chapitres. Sur chaque chapitre, chaque candidat aura 2 minutes pour répondre et puis nous ouvrirons le débat. Je vais les encourager à s'interpeller. S'ils ne le font pas, je m'en chargerai. J'ai demandé au public de rester silencieux. À l'exception de ce moment en particulier, nous accueillons les deux candidats. Je vous demande de les applaudir. Messieurs, bonsoir. Alors, je pense que nous avons déjà beaucoup débattu. Alors essayons donc d'aborder des questions qui n'ont pas encore été traitées ce soir. Alors comme vous le savez, la journée a encore été très difficile à Wall Street, comme vous le savez. Vous avez tous les deux proposé de nouveaux plans de sauvetage pour tenter de remédier à cette situation. Monsieur McCain, vous avez proposé un plan de 52 milliards de dollars avec des réductions d'impôts pour les retraités sur les plus-values à la bourse. Monsieur Obama, vous avez proposé 60 milliards de dollars de réduction d'impôts, avec des réductions d'impôts pour encourager la création d'emplois, pour financer des projets publics, pour encore une fois créer de l'emploi. J'aimerais vous demander pourquoi vous estimez que votre plan est meilleur que celui de votre opposant. Monsieur McCain, vous avez la parole. D'abord, Bob, merci à Hofstra. Et notre chère Nancy Reagan est aujourd'hui à l'hôpital et nos pensées l'accompagnent. Je pense que le sénateur Obama aura le même sentiment. Le peuple américain est en colère et nous entendons cette colère. Ils sont les victimes innocentes d'excès qui se sont produits à Wall Street ainsi qu'à Washington. Et ils sont en colère. Et ils ont toutes les raisons, d'ailleurs, de l'être. Et ils veulent maintenant une nouvelle orientation pour ce pays. Il y a des éléments de ma proposition que vous avez déjà présentés, mais sur lesquels je voudrais revenir.
Mais nous avons également besoin d'une solution à court terme, ensuite une solution à plus long terme. Je voudrais commencer à parler d'une solution à court terme. Tout a commencé par la crise de l'immobilier. Lorsque Fannie Mae et Freddie Mac ont causé la situation sur le marché des subprimes qui a causé l'effondrement du marché. Je suis convaincu que jusqu'à ce que nous parvenions à redresser ce déclin de l'immobilier, jusqu'à ce que nous puissions faire en sorte que chacun soit sûr de pouvoir rester dans sa maison, eh bien, nous devrons continuer de travailler. 700 milliards de dollars ont été alloués. Je vous propose de prendre 300 milliards pour subventionner les prêts hypothécaires et pour que chacun puisse rester dans sa maison, pour aider les gens à payer leur crédit hypothécaire. Je connais des personnes qui souhaiteraient rester dans leur maison, qui ont toujours payé correctement, qui ont remboursé leurs prêts, et qui voient maintenant la maison de leurs voisins qui a été abandonnée. Il faut absolument que nous mettions un terme à cette tendance. Il faut que nous mettions les citoyens au premier rang, que nous allouions des fonds à cela et que ce soit notre principale priorité. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'Université d'Hofstra et la population de New York. Je suis ravi d'être ici avec le sénateur McCain une nouvelle fois. Je crois que tout le monde comprend à l'heure actuelle que nous faisons face à la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Le plan de sauvetage que nous avons appuyé, le sénateur McCain et moi, est une première étape très importante. Il y a certains principes importants qui ont été mis en place et que j'ai appuyés, c'est-à-dire récupérer l'argent que nous allons mettre en place, nous assurer que les PDG des banques ne vont pas s'enrichir sur le dos du contribuable. Mais ce que nous n'avons pas encore prévu ni fait, c'est un plan de sauvetage pour la classe moyenne. Les fondamentaux de l'économie étaient déjà faibles avant la crise financière. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé 4 choses très spécifiques. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'emploi. Évitons d'octroyer des fonds ou évitons de donner de l'argent à ceux qui ne créent pas d'emplois aux États-Unis. Ensuite, il nous faut absolument une réduction d'impôts pour ceux qui ont des revenus moyens ou bas. Et essayons de les aider quand ils font face à une crise. Je suis d'accord avec le sénateur McCain sur le fait que nous devons aider les propriétaires ou ceux qui accèdent à la propriété. Dans ma proposition, je propose de revoir les hypothèques. Mais je crois que il faut faire très attention. Le sénateur McCain propose une aide aux banques. Je ne veux pas gâcher plus encore l'argent des contribuables. Je crois qu'il nous faut travailler plus rapidement. Et dernier point, nous avons des défis à long terme à gérer. Par exemple, nous devons mettre en place une politique énergétique efficace. Nous devons revoir notre système de sécurité sociale, investir dans l'université. Très bien. Est-ce que vous aimeriez lui poser une question? Je voudrais juste dire qu'il y a quelques jours, nous étions en Ohio avec le sénateur Obama et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Joe, qui est un plombier. Et Joe souhaite acheter l'entreprise dans laquelle il travaille depuis bien longtemps. Il travaille 10 à 12 heures par jour et il veut acheter cette entreprise. Il a regardé votre plan fiscal et il a vu qu'il serait amené à payer beaucoup plus d'impôts à cause de cela. Vous allez augmenter ses impôts, ce qui l'empêchera d'employer des personnes. Et Joe essaye pourtant de réaliser son rêve américain. Et ce n'est pas quelqu'un de très riche. Et Joe, je veux vous dire que non seulement je vais vous aider à acheter cette entreprise pour laquelle vous avez travaillé toute votre vie, mais je vais garder les impôts à un niveau faible, je vais vous assurer une couverture santé pour vous ainsi que pour vos employés, et je ne serai pas en faveur d'une augmentation des impôts sur les petites entreprises. 50%
50% des impôts sont payés par les petites entreprises de moins de 50 personnes. Et ce que je veux, c'est que Joe le plombier et des personnes comme lui aient des baisses d'impôts et non pas des augmentations d'impôts afin qu'ils puissent réaliser le rêve américain. Bon, je crois qu'il a vu également des spots de campagne du sénateur McCain, mais voilà ce que je veux. Oui, nous avons des différences en matière de politique d'impôts. Nous voulons réduire les impôts, tous les deux. Mais nous voulons réduire les impôts pour des personnes différentes. Pour le sénateur McCain, le cœur de sa politique est de fournir 200 milliards d'aide aux grandes entreprises, ExxonMobil par exemple, qui aurait 4 milliards de réduction d'impôts. Moi, ce que je veux, c'est des réductions d'impôts pour 95% de l'Amérique qui travaille. Si on a moins d'un quart de million de dollars de revenus par an, les impôts ne vont pas être augmentés. Et 95% des familles qui travaillent auront une réduction d'impôts. Les études indépendantes ont étudié nos deux propositions et ont démontré que j'apportais 2 fois plus de réduction d'impôts que le sénateur McCain. Ce que j'ai dit au plombier en question, Joe, il y a quelques années, vous aviez besoin d'une réduction d'impôts. Moi, ce que je veux faire, c'est m'assurer que les plombiers, les infirmières, les pompiers, les étudiants, les jeunes entrepreneurs sans argent, eh bien, aient une réduction d'impôts tout de suite. Et cela indique que nous devons faire des choix. Ensuite, je reviens sur les PME. 98% des petites entreprises font moins de 250 000 dollars de revenus par an. Mais je veux également d'autres réductions d'impôts pour eux, car c'est ces entreprises qui créent le plus d'emplois. Vous savez, lorsque nous avons eu cette conversation avec Joe le plombier, nous avons dit qu'il fallait répartir la richesse. Et il disait, Barack Obama disait, il faut que moi je récupère l'argent, que je le redistribue ensuite. Moi, ce que je veux, c'est que Joe le plombier puisse bénéficier de cet argent tout de suite. Tout ce qui est sous-jacent au plan de Barack Obama, c'est de redistribuer l'argent. Mais moi, je voudrais que les petites entreprises, et d'ailleurs les petites entreprises dont nous parlons, verraient leurs impôts augmenter. Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter les impôts de qui que ce soit maintenant, à un moment pareil ? Pourquoi augmenter les impôts sur qui que ce soit en Amérique? Nous sommes dans une crise avec des personnes comme Joe le plombier qui se propose de créer des emplois et vous pensez qu'il faut lui prendre de l'argent pour redistribuer cet argent? Je ne ferai pas ça, moi, à la tête de mon administration. Je peux répondre à cette question. Premièrement, moi je veux réduire les impôts pour 95% des Américains. Il est vrai que mon ami Warren Buffett a la possibilité de payer plus d'impôts afin de donner plus de réduction d'impôts au plombier Joe avant qu'il n'arrive à 250 000. Là, je pense à ExxonMobil qui a des profits de 12 milliards. Eh bien, eux, ils peuvent payer un peu plus afin que les familles qui travaillent et qui luttent, qui essayent de savoir comment ils vont pouvoir payer leurs aliments, comment ils vont pouvoir épargner pour l'université de leurs enfants. Ils ont besoin d'aide. Personne n'aime les impôts. Bien sûr, moi, je préférerais qu'aucun n'ait à payer d'impôts. Moi-même, j'aimerais ne pas payer d'impôts. Mais il va falloir quand même payer pour les investissements qui vont renforcer l'économie. Mais à ce moment-là, n'augmentons les impôts pour personne. Le fait, c'est que les entreprises en Amérique aujourd'hui payent les impôts, qui sont les deuxièmes les plus élevés dans le monde. Ça représente 35% aux États-Unis. Ailleurs, en Irlande, c'est 11%. Où les entreprises vont-elles aller si elles veulent créer des emplois? Elles vont aller là où elles peuvent mener leurs affaires le mieux. Nous pouvons baisser ces impôts aux États-Unis. Nous devons le faire. Nous devons inciter les entrepreneurs. Nous avons besoin de réduire les impôts des gens afin de les inciter à travailler. Alors passons à un autre sujet qui est lié à la question précédente. Vous pourrez revenir sur la question de la fiscalité. Je m'adresse au sénateur Obama. Hier, nous avons appris que le déficit public va atteindre cette année le chiffre absolument incroyable de
455 milliards de dollars. Alors vous nous dites tous les deux que vous voulez réduire ce déficit, mais nous savons que des estimations ont été faites sur le coût de vos deux propositions, vos deux programmes, et nous savons que vos deux programmes ne feraient qu'accroître le déficit de 200 milliards de dollars. Alors, en prenant la réalité en compte, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être être moins ambitieux en ce qui concerne vos programmes, peut-être faire des compromis? Tout d'abord, je crois que le public américain doit comprendre que le plan de sauvetage de 750 milliards de dollars, s'il est structuré de manière adéquate, et je vais m'en assurer si je suis le président, eh bien, les contribuables vont retrouver leur argent par la suite. Ça, c'est une première chose. Il n'y a aucun doute sur le fait que nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Il va falloir procéder à des ajustements. Moi, ce que je veux, c'est proposer des réductions. Je n'ai pas... Il faudra peut-être effectivement revoir à la baisse vos projets, certains de vos projets. Moi, je veux mettre l'accent sur le fait que il faut, chaque dollar que je propose une réduction équivalente. Donc normalement, ça s'équilibre. Certaines réductions, par exemple, nous dépensons 15 milliards de dollars à des subsides pour les maladies, pour les compagnies d'assurance. Cela n'aide absolument pas nos malades. C'est juste quelque chose que nous donnons aux assureurs. Il va falloir éliminer les programmes qui ne fonctionnent pas. Je vais prendre le programme fédéral ligne par ligne et prendre en compte tous ces programmes et les éliminer ou les améliorer. Ce qui est vrai, c'est que le sénateur McCain et moi avons un certain nombre de différences sur le besoin d'investir en Amérique et dans le peuple américain. Je viens de parler du système de santé. Si nous investissons maintenant pour que les gens disposent d'une couverture qui nous permettra d'épargner par le futur, cela est positif. Investir maintenant dans une politique énergétique, c'est positif pour l'avenir. Investir dans l'université, c'est pour l'avenir également. Les étudiants qui sortiront de l'université bientôt pourront mener à bien gérer notre économie au XXIe siècle. Il faut faire face à cette crise économique maintenant, mais il y a plusieurs éléments à faire. Essayons d'éviter de répéter les erreurs du passé. Nous devons avoir une culture de la responsabilité des PDG et de tous de Washington. Merci. Je voudrais juste revenir aux propriétaires de leur maison. Nous sommes au cœur d'une crise, avec une crise des entreprises de l'immobilier, des personnes qui ne sont pas en mesure de rembourser leur emprunt, qui ne sont pas en mesure de rembourser leur emprunt. Et d'ailleurs, il y a une proposition qui avait été faite par le sénateur Clinton il n'y a pas si longtemps. Et donc, si nous pouvions recommencer à faire augmenter la valeur de l'immobilier, nous pourrions sortir de cette crise. Oui, mais alors la question c'est sur quoi allez-vous renoncer? Tout d'abord, l'indépendance énergétique. Il faut que nous ayons la puissance, que nous produisions l'électricité à partir du nucléaire. Il faut absolument que nous utilisions les renouvelables, que nous forions en offshore, contrairement à ce que proposait M. Obama. Et si nous parvenons à être indépendants sur le plan énergétique, eh bien nous allons créer des millions d'emplois ici aux États-Unis. Qu'est-ce que je supprimerai? Tout d'abord, j'annoncerai un gel des dépenses. Et je sortirai l'âge de guerre et j'irai à la recherche de ces dépenses qui sont des gâchis. Nous avons vu la plus grande augmentation de la dépense publique depuis la création de notre administration au cours de ces dernières années. Cela sort de tout contrôle. Des trillions de dollars qui sont que nous devons notamment à la Chine. Il faut absolument mettre des limites et je sais comment faire cela. Par exemple, nous avons des programmes pour l'aide au marché. Nous avons des subventions pour l'éthanol. J'y ai été opposé parce que cela gêne le marché, cela crée de l'inflation. Je voudrais éliminer d'autres financements. Je importerai l'éthanol depuis le Brésil. Je sais comment économiser 6,8 milliards de l'argent des contribuables
notamment en éliminant des accords entre des producteurs aéronautiques. Et je mettrai mon veto à tout un tas de dépenses, notamment pour des fonds alloués, contrairement à M. Obama qui a été en faveur de dépenses clientélistes pour des milliards de dollars et pour financer des projets totalement inutiles dans des coins du pays. Et je mettrai fin à tout cela. Oui, nous avons certains désaccords concernant le gel des dépenses. C'est quelque chose qui est proposé régulièrement, ça ne se produit jamais. Geler totalement les dépenses, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça à la hache, on doit faire ça au scalpel. Certains programmes ne fonctionnent pas, d'autres ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas financés. Donc je crois qu'il nous faut nous concentrer sur les programmes qui fonctionnent. Monsieur McCain parle beaucoup des fonds réservés. C'est un des éléments clés de sa campagne. Mais les fonds réservés, c'est très peu du budget fédéral. Il y a certaines choses qu'il faut éliminer, certes, mais ce n'est pas en gelant les fonds réservés qu'on va résoudre les problèmes. Je crois qu'il faut revoir un peu, ou retourner un peu dans l'histoire. Quand le président Bush est arrivé à la Maison-Blanche, nous avions un excédent budgétaire. La dette nationale était de 5 trillions de dollars. Elle a été multipliée par 2 au cours des dernières années. Le déficit a dépassé plus de 50 trillions de dollars. Il faut reconnaître qu'avec la même politique qui a été celle des 8 dernières années, on ne va pas avancer. Et le sénateur McCain a voté 4 des 5 initiatives de George Bush. Donc je propose de changer. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir arriver à un équilibre budgétaire en l'espace de 4 ans? Monsieur McCain, vous avez dit pouvoir y arriver. Le sénateur Obama, je ne suis pas président Bush. Si vous avez voulu aller contre le président Bush, vous aurez dû être candidat. Le sénateur Obama parle du budget. À 2 reprises, il a voté pour des résolutions budgétaires qui ont augmenté les impôts pour ceux qui gagnent plus de 42 000 dollars par an. Bien sûr, on peut couper à la hache, mais tout cela n'est plus sous contrôle. Le maire Bloomberg de New York vient de décider un gel. On le fait partout aux États-Unis parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut équilibrer le budget. Moi aussi, je vais équilibrer le budget. Nous pouvons y arriver en arrivant à l'indépendance énergétique. Les Américains sont inquiets, ils veulent une nouvelle direction. Je peux leur apporter ces directions en éliminant des dépenses inutiles. Le sénateur Obama parle de mes votes budgétaires, mais lui a voté pour davantage de dépenses de 42 milliards de dollars que ceux qu'a fait Bush. Il a voté pour le projet de loi pour l'énergie qui avait beaucoup d'avantages pour les compagnies pétrolières. J'y ai opposé. Donc regardons ce que chacun a fait. Ce que font les différentes organisations et les autres organismes tous les organismes qui suivent ce qui se passe. J'ai lutté contre les intérêts spéciaux, contre les dépenses excessives. Quand est-ce que vous, avec votre parti, vous êtes battu? Bon, là, il y avait beaucoup de choses. Je vais essayer de les prendre les unes après les autres. En ce qui concerne les leaders de mon parti, la première loi majeure que j'ai votée n'a pas été très populaire auprès des démocrates et pourtant je l'ai appuyée. Je n'ai pas été très populaire avec les enseignants quand j'ai voté la nouvelle loi pour évaluer leurs performances. Je crois que j'ai été assez honnête dans mes votes. Le sénateur McCain dit que moi j'ai appuyé la loi qui augmentait les impôts de ceux qui gagnaient moins de 42 000 dollars, eh bien, c'est faux. Même Fox News, qui n'est pourtant pas une chaîne amie, a dit que c'était faux. Je crois que
Si j'ai fait quelques erreurs parfois, la politique de George Bush et votre politique sur les éléments clés, les éléments qui importent pour le peuple américain, sur la politique énergétique, sur la politique des impôts, sur les priorités des dépenses, eh bien, vous avez totalement appuyé le président Bush. Vous avez démontré, fait preuve d'indépendance et très louable sur la question de la torture. Et je vous félicite pour cela. Mais en termes économiques, ce que vous proposez, c'est essentiellement 8 années de plus d'administration Bush. Ça n'a pas marché. Les Américains ont vu que ça ne marchait pas. Alors, je voulais juste dire, les choses sont très claires. J'ai été en désaccord avec l'administration Bush, avec les leaders de mon propre parti. J'ai les cicatrices qui le montrent s'agissant du changement climatique. C'est moi qui ai saisi le Congrès, c'est moi qui ai saisi les autorités pour la première fois, la torture, etc. La guerre en Irak. Moi aussi, je me suis fortement opposé à cela. La lutte contre les produits pharmaceutiques, les médicaments, le droit des malades. Il y a tout un ensemble de choses pour lesquelles j'ai lutté en matière de réforme au Sénat. Monsieur Obama, Très bien. très convaincant. Alors passons à la question suivante, à savoir à la question du leadership dans le cadre de cette campagne. Vous nous avez dit, tous les deux, que vous étiez les leaders de cette campagne. Monsieur Obama, vous nous avez parlé au sujet de Monsieur McCain, d'un homme qui perd son sang-froid. Monsieur McCain, vous avez parlé de la campagne de Monsieur Obama comme d'une campagne qui ne respecte pas son opposant. Est-ce que vous seriez prêt à vous dire face à face, les yeux dans les yeux, ce soir, ce que vous pensez de la campagne de l'un et de l'autre? Monsieur McCain, vous avez la parole. Bon, ça a été une campagne très dure. Et je sais, d'après mon expérience, avec beaucoup de campagnes, si le sénateur Obama avait répondu à ma demande, j'avais demandé instamment qu'on se mette ensemble, nous aurions pu avoir au moins 10 débats jusqu'à présent. Quand on l'a demandé à Monsieur Obama, il avait dit oui, comme Goldwater et Jack Kennedy l'avaient fait avant la tragédie à Dallas. Donc le ton de la campagne aurait pu être très différent. Mais en fait, ça a été dur. Je regrette un certain nombre d'aspects négatifs de cette campagne. Seulement, il y a eu beaucoup de tournants, il y a eu beaucoup de termes qui ont été inacceptables. Il y a une chose qui s'est passée quand un homme que John Lewis, quelqu'un que j'aime et que je respecte, a dit que Sarah Palin et moi étions associés avec une partie très mauvaise, tragique de l'histoire américaine, la ségrégation, George Wallace, etc. C'était vraiment très douloureux pour moi. Le sénateur Obama n'est pas venu à ma défense chaque fois que des républicains ont fait de fausses allégations au sein des républicains. Donc, je les ai combattus. Donc il y a eu un certain nombre d'accusations qui étaient totalement injustifiables, qui ont été faites. La campagne est dure, elle a été dure. C'est vrai, le sénateur Obama a dépensé davantage d'argent sur des annonces négatives que toute autre campagne dans l'histoire. Je peux le démontrer. Il a dit qu'il a pris le financement, il acceptera le financement public pour sa campagne quand je ferai moi. Vous n'avez pas fait ce que vous avez promis. Vous avez dit, je pourrais négocier à propos de financement public avec le sénateur McCain, mais ça n'a pas été fait. Maintenant, il y a davantage de dépenses dans le cadre de la campagne du sénateur Obama que par le passé.
Je pense que nous attendons de la part d'une campagne présidentielle d'être dure comme ça. Regardez ce qui s'est passé. Voyez donc les impressions du peuple américain. Vous en avez parlé, Bob, et dans tous les réseaux. 2 tiers des Américains pensent que le sénateur McCain a mené à bien une campagne négative à mon égard. Et 100% des spots publicitaires étaient négatifs, bien entendu, à mon encontre. Et donc, je pense que le peuple américain, de toute façon, ne s'intéresse pas à toutes ces choses-là. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous nous attaquions aux questions qui les intéressent vraiment. Bien entendu, nous pouvons avoir un débat comme celui-là. On peut parler de la couverture maladie, on peut parler de la politique énergétique, de la politique fiscale. Voilà, c'est de cela dont on devrait parler dans une campagne. Maintenant, quand vous parliez de tout ce que vous disiez avant, eh bien, je pense que c'est révélateur de ce qui se passe à l'heure actuelle. Dans votre campagne, John, c'est aussi une réalité. Il y a d'autres organisations également qui procèdent de la même façon. Disons qu'il y a eu de grosses accusations qui ont été faites, et moi, je m'en fiche d'être attaqué au cours des 3 semaines qui viennent. Mais ce que le peuple américain ne peut pas se permettre, c'est de re-signer pour 4 années de politique économique inadéquate. Donc, nous devons parler des priorités aujourd'hui. La crise économique. Le sénateur McCain et sa campagne, par exemple, ont déclaré publiquement la semaine dernière que si nous parlons de la crise économique, eh bien, nous perdons. Donc, il faut changer le sujet du débat. Et moi, j'adorerais que les 3 semaines à venir soient consacrées au débat sur l'économie, sur l'assurance maladie et sur la politique énergétique, et faire en sorte que le peuple américain puisse envoyer ses enfants à l'école. Voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment. Mais cela implique, bien entendu, la reconnaissance que le statu quo, c'est ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années, et ça a causé des problèmes en Amérique. Alors, allumez la télévision. J'ai regardé les Cowboys de Dallas et d'autres. Chaque fois, il y avait des attaques contre mon plan d'assurance maladie, et tout observateur objectif a dit que ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Maintenant, vous avez des annonces qui disent que je m'oppose à la recherche sur les cellules embryonnaires. Vous faites des annonces qui ne correspondent pas du tout à ce que je fais en matière d'immigration. Le sénateur Obama paye des sommes sans précédent, si on regarde toute l'histoire politique, pour faire des attaques contre moi. Et bien sûr, j'ai parlé de l'économie, bien sûr. Je parle à Joe le plombier en disant que je ne vais pas distribuer sa richesse personnelle, je vais lui laisser profiter de sa richesse. Je prépare la restauration de l'économie et du marché de l'emploi aux États-Unis. C'est de cela qu'il s'agit dans ma campagne. Mais je n'ai pas entendu Obama. Bien. Si on veut parler de membre du Congrès, Lewis, qui est un héros américain, il a fait irruption dans ma campagne. Il a fait des déclarations qui étaient assez perturbantes et qui disaient tout simplement que votre colistière pouvait poser des problèmes dans votre campagne. Et encore une fois, mon nom a fait surface également. On m'a traité de terroriste, entre autres. Et personne n'est venu pour dire non, là je crois qu'on est en train de dévier, qu'on est en train d'exagérer. Et le sénateur Lewis disait qu'il fallait être prudent, notamment dans notre façon de traiter nos partisans. Non, j'aimerais rebondir et terminer ma réponse. Je pense que il avait fait des comparaisons donc entre ce qui se passait là-bas et ce qui s'est passé pendant le mouvement des droits civils. Et nous avons fait une déclaration immédiate disant que cette comparaison n'était pas adéquate et appropriée. Et en effet, le sénateur Lewis a déclaré ensuite qu'il avait peut-être exagéré. Mais en fait, pourquoi je dis tout ça? Bien, tout simplement parce que le peuple américain est devenu très cynique vis-à-vis de la politique. En effet, tout ce qu'il voit, c'est que c'est du donnant-donnant en quelque sorte, et que c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur les grands défis d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai essayé de recentrer cette campagne. Bien
bien entendu, nous avons des différences concernant la politique de l'assurance maladie. C'est vrai, John, nous avons de grandes divergences. On l'a dit auparavant et on l'a dit ce soir. Bien sûr. Et quand les personnes disent que je négocie avec des terroristes, eh bien là, je pense qu'on est un peu à côté de la plaque. Permettez-moi juste de dire catégoriquement, je suis très fier des gens qui participent à nos réunions. 15, 20 000 personnes, il y aura toujours des marginaux, vous le savez très bien. Nous avons toujours dit que ce n'est pas acceptable, mais dire que ce groupe de jeunes femmes qui ont dit des choses négatives sur vous, et ces anciens combattants qui portent ces chapeaux, qui disent Deuxième Guerre mondiale, Corée, Irak. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée, si vous voulez, ce sont les patriotes qui viennent à mes réunions. Je ne suis pas d'accord si l'on dise... si l'on dit que quelqu'un a crié des choses, on ne peut pas condamner tout le monde. Il y a eu la même chose chez vous, dans vos réunions. Des t-shirts inacceptables, par exemple, qu'on portait dans vos réunions. Moi, j'ai dénoncé tout ce qui n'était pas acceptable, que ce soit dans le cadre de ma campagne ou non, je vais continuer à le faire. Mais il faut absolument que l'on n'accepte pas certaines choses qui sont inacceptables. Bon, comme j'ai dit, Bob, Quel est votre voilà, je dirais la chose suivante. Nous pouvons tout à fait avoir ce débat, revenir sur le fond de notre campagne. Je pense qu'on ne se mettra pas d'accord de toute façon ce soir. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est la chose suivante. Il faut régler les principaux problèmes d'aujourd'hui. Régler deux guerres, la crise financière la plus grave depuis la Grande Dépression. Si on arrive également à remonter et à faire remonter les salaires qui ont chuté au cours des dernières années, créer des emplois, eh bien je pense que les démocrates et les républicains devront former un front commun. Ce qui est important, c'est que nous nous assurions que nous soyons en désaccord sans pour autant aller trop loin, disons. Nous avons des ambitions. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de ne pas nous représenter comme les mauvais, les méchants de l'histoire. Et ça, c'est vraiment la culture de Washington et depuis de nombreuses années. Rapidement. Bon, les terroristes, etc. Comme le sénateur Clinton a dit, il faut savoir exactement quels sont les rapports avec eux. Quelles sont les relations du sénateur Obama avec Acorn? Peut-être une personne qui est sur le point de commettre l'une des fraudes les plus importantes dans l'histoire. Vous avez des campagnes avec 882 000 $ qui ont été dépensés pour la sélection des sites et pour l'éclairage. Donc tout ça doit être examiné. Alors, M. Obama, vous souhaitez peut-être répondre? Important. J'aimerais répondre à ces deux accusations. Monsieur Ayers est devenu le centre, disons, de la campagne de Monsieur McCain au cours des 3 dernières semaines. C'était vraiment la priorité. Donc j'aimerais que les choses soient claires. Bill Ayers est professeur à l'université de Chicago. Il y a de cela plusieurs années, quand j'avais 8 ans, il a pris part à des actes déplorables. Et moi, j'ai toujours condamné ces actes. Il y a de cela 10 ans, il a servi, et moi aussi, au sein d'un conseil de réforme d'un établissement scolaire. C'était un conseil qui était composé d'anciens amis du président Reagan. Il y avait des membres du comité de l'Illinois et il y avait également des républicains, le président également de la Tribune de Chicago, le journal local. Et M. Ayers n'a pas pris part à ma campagne, il n'a jamais pris part à cette campagne et il ne me conseillera pas quand je serai à la Maison-Blanche. Donc,
Il y a également une autre organisation de travail social dont on a parlé, qui s'occupe d'enregistrer donc des électeurs. Il y a certaines personnes qui n'ont pas rempli correctement certains formulaires, mais moi je n'ai rien à faire avec ça. Je n'étais pas impliqué. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec le département de la justice américain et j'ai fait en sorte que le système donc d'enregistrement sur les listes électorales soit plus adéquat. Et en fait, toutes ces accusations faites par le sénateur McCain, eh bien, j'aimerais dire la chose suivante. Pour ce qui est de la politique économique, eh bien oui, je travaille avec Warren Buffett et l'ancien directeur de la Fed. Ensuite, je travaille avec Joe Biden et avec Dick Lugar, qui travaille donc au sein du Sénat. Et il y a également un ancien commandant de l'OTAN. Donc, toutes ces personnes, démocrates et républicains, qui ont façonné mon idéologie, eh bien, seront ceux qui me conseilleront à la Maison-Blanche. Et je pense que c'est vraiment très important dans votre campagne, cher sénateur McCain. En fait, vous oubliez de parler de votre campagne et vous parlez de moi. Plus. Dans la fondation Woods, vous et M. Harris, vous avez envoyé $230 000 à Acorn, justement. Et vous avez lancé votre campagne politique avec M. Ayers. Les faits sont les faits, ce qui est écrit est écrit. Ce n'est pas le fait que le sénateur Obama a choisi de s'associer avec une personne qui, en 2001, a dit quelque chose d'inacceptable. Il a été associé avec lui pendant longtemps. Il faut simplement connaître l'ensemble des détails des associations entre le sénateur Obama et Acorn et d'autres organisations. Pour moi, il s'agit simplement de remettre les choses sur des rails. Une meilleure économie, un meilleur avenir pour les États-Unis. C'est de cela qu'il s'agit dans la campagne. Je ne vais pas augmenter les impôts comme souhaite le faire le sénateur Obama. C'est de cela qu'il s'agit dans la campagne. Très bien. Passons au prochain sujet. On pourra peut-être revenir à cette question un peu plus tard. J'aimerais vous parler de votre gouvernement et de savoir qui vous ferait entrer dans ce gouvernement. J'aimerais vous faire parler également, vous demander de vous exprimer sur vos colistiers. J'aimerais vous demander, Monsieur Obama, pourquoi vous pensez que les États-Unis s'en sortiraient mieux si votre colistier devenait vice-président? Joe Biden, je pense que c'est l'un des plus grands fonctionnaires qui était au service de notre pays. Ce n'est pas simplement parce que il a le meilleur bilan politique, meilleur que n'importe qui, que ce soit un démocrate ou républicain d'ailleurs. Tout le monde reconnaît son expérience et son savoir-faire. Mais c'est également le fait que pendant toute sa vie, il n'a jamais oublié d'où il venait. Il est venu de Scranton, il a travaillé au service des familles, il a vu son père être au chômage, être pris dans une spirale économique tout à fait négative. Et disons que toute sa carrière a été consacrée à la lutte pour les familles et pour l'équité. C'est la raison pour laquelle il travaille avec moi donc dans le domaine des politiques économiques. C'est ce qu'il a fait également, par exemple, lorsqu'il a adopté une loi en 1994 sur les délinquants. Il y a également une loi sur les femmes. Et Joe Biden a toujours fait en sorte de lutter pour les familles qui travaillent. Et je pense que Joe Biden partage mes valeurs. Après 8 années d'échec politique, lui et moi sommes d'accord sur le point suivant. Nous devrons faire la chose suivante. Il va falloir que tous les investissements que l'on fait sont pour le peuple américain, que les réductions d'impôts ne soient pas au profit des grandes entreprises, mais pour les petites entreprises et également pour les ménages qui luttent aujourd'hui pour joindre les deux bouts. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, il faut garantir notre indépendance. C'est quelque chose qui a été laissé de côté à Washington et faire en sorte que nos enfants obtiennent une meilleure formation et puissent accéder à l'université. Donc sur ces questions clés qui sont vraiment importantes pour le peuple américain, Joe Biden et moi, enfin Joe Biden en tout cas a été du bon côté et je pense que ça va être bon qu'il soit avec moi.
Sénateur McCain. Les Américains vont commencer à connaître Sarah Palin. Ils verront que c'est un véritable modèle pour les femmes, pour les réformateurs en Amérique. C'est une réformatrice. Elle a lutté contre un gouverneur qui était de son propre parti, qui était à la tête, lorsqu'elle était à la tête du conseil d'énergie de son État. Elle a dit que les choses n'allaient pas et qu'il fallait changer les choses. Elle a diminué les impôts pour ses contribuables. Elle a négocié avec les entreprises pétrolières un gazoduc de 40 milliards de dollars pour donner de l'énergie aux parties de son État qui n'en avaient pas. Elle a lutté pour résoudre tous ces problèmes. Elle a donné une véritable bouffée d'air frais à cet État et elle est sortie des réseaux et des réseaux d'amitié qui ont été la règle pendant toutes ces années. Elle est une véritable réformatrice. Et d'ailleurs, elle comprend également tout à fait quels sont les besoins des familles. Et il faut absolument que nous sachions quelles sont les causes qui sont au cœur des problèmes des familles. Il faut répondre aux besoins de nos familles. Ce sont des besoins très particuliers et elle sait parfaitement quels sont ces besoins. Et je suis très fier d'elle. Et elle a donné un élan fondamental à notre parti, à ceux qui nous soutiennent, à notre processus politique. Et je ne saurais vous dire combien je suis fier d'elle, de sa famille. Son mari, d'ailleurs, est quelqu'un de très fort aussi. Pensez-vous qu'elle est qualifiée pour devenir vice-présidente? Oui, je pense que cela va dépendre du peuple américain. Ça sera à lui de décider. Bien entendu, c'est une personne qui est apte, c'est une bonne politicienne. Je pense que, comme l'a dit John, elle fait partie de la base du Parti républicain. Et je pense que tout le travail qu'elle a fait sur des besoins spéciaux est tout à fait louable. Et, par exemple, l'autisme, ça c'est une question spécifique. Tout cela va nécessiter des financements supplémentaires dans le domaine de la recherche, par exemple. C'est quelque chose que toutes les familles demandent dans ce domaine et je pense que nous serons capables de le faire. C'est un exemple de choses que nous ferons. Utiliser donc les financements à bon escient pour ces programmes. Pensez-vous que le sénateur Biden est qualifié? Je pense qu'il est qualifié à de nombreux titres. Mais j'ai souligné qu'il avait eu tort sur un certain nombre de politiques de sécurité. Normalement, il a voté contre la première guerre du Golfe, alors que pourtant il était évident qu'il fallait s'opposer à Saddam Hussein au Koweït. En Irak, il a eu cette idée de diviser l'Irak en 3 pays. Et aujourd'hui, nous voyons un Irak unifié avec des Irakiens qui travaillent dur les uns pour les autres et nous avons un accord pour retirer nos forces d'Irak maintenant. Il y a eu d'autres sujets sur lesquels, franchement, nous étions en plein désaccord avec Joe Biden, notamment sur la politique de sécurité nationale. Et il a eu tort sur un certain nombre de sujets très importants. Mais à chaque fois que le sénateur Obama dit il faut que nous dépensions plus, c'est toujours sa réponse à tous les problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de la transparence, une reddition de comptes sur les dépenses? Parce que on pourrait savoir à ce moment-là pourquoi il a demandé des dépenses de milliards de dollars pour de nouvelles dépenses, pourquoi il veut augmenter les impôts des Américains alors que nous sommes dans une crise économique et financière terrible. Alors, passons à un nouveau sujet. Alors, nous avons peu de temps devant nous. Parlons d'énergie et de changement climatique. Tous les présidents depuis l'ère Nixon ont toujours dit ce que tous les deux vous nous dites déjà depuis un certain temps, à savoir nous devons réduire notre dépendance par rapport au pétrole étranger. Alors, nous importions à l'époque environ 17% de notre consommation pétrolière. Aujourd'hui, ce chiffre est de 60%. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner un chiffre en ce qui concerne cette réduction de la dépendance vis-à-vis du pétrole étranger pendant votre premier mandat? Monsieur McCain? Je pense que nous pouvons éliminer notre dépendance sur le pétrole du Venezuela et du Moyen-Orient. Le pétrole du Canada nous va très bien. D'ailleurs, le sénateur Obama a dit qu'il renégocierait l'accord de libre-échange nord-américain unilatéralement.
On ne peut pas dire à des pays qu'on va renégocier unilatéralement des accords qui ont été signés avec eux. Mais bon, on peut réduire donc cette dépendance au pétrole étranger en construisant tout de suite des dizaines de nouvelles centrales nucléaires. Alors le sénateur Obama va vous dire que, comme les écologistes les plus extrémistes, qu'il faut absolument que tout ça soit sûr. Mais nous pouvons développer cette filière sans aucun problème, sénateur Obama. Donc avec l'énergie nucléaire, avec le solaire, l'éolien, le gaz naturel, etc., avec le développement des hybrides, des technologies du charbon propre. Les technologies du charbon propre sont un élément clé de l'énergie américaine. Et je pense que nous pouvons très facilement, en 7, 8, 10 ans, si jamais nous avons la volonté nécessaire, nous pouvons éliminer notre dépendance au pétrole envers des pays qui menacent notre sécurité nationale, qu'ils feront si nous n'atteignons pas nos objectifs. Pouvons-nous réduire cette dépendance au pétrole étranger et si oui, dans quelle mesure lors de votre premier mandat? À mon sens, dans 10 ans, nous pouvons réduire notre dépendance du pétrole et de cette façon, nous n'aurons pas à importer du pétrole du Moyen-Orient et des Venezuela. Je pense que c'est vraiment le délai. Et ça, c'est très important. Notre économie de demain devra répondre à ce genre de problème. Mais je pense que nous ne voulons plus emprunter des milliards de dollars à la Chine et ensuite envoyer cet argent à l'Arabie Saoudite. C'est pas comme ça qu'on va garantir un bon avenir à nos enfants. Donc, l'une de mes grandes priorités est la suivante. Nous devons faire, premièrement, donc étendre la production nationale. Cela signifie, par exemple, dire aux compagnies pétrolières que les 60 millions d'hectares qui sont laissés à l'abandon, eh bien, je pense que nous devrions les exploiter, les gisements offshore, et de cette façon, nous pourrons augmenter notre production pétrolière. Nous avons 3-4% des réserves pétrolières et nous utilisons 25% des réserves pétrolières à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle moi je me concentre sur les ressources à allouer à l'énergie solaire, géothermique, les biocombustibles. Ça, ce sont des propositions sensées que j'ai soumises au Sénat. Et nous devons également élaborer des voitures plus efficaces sur le plan énergétique qui ne sont pas construites au Japon ou en Corée du Sud. Non, ici, aux États-Unis. Et je pense que tous les problèmes actuels sont dus à tout cela. Autre commentaire que j'aimerais faire sur la question du commerce qui a à voir avec toute cette question. Je pense que le libre-échange est bon, mais je crois également que pendant trop longtemps, pendant l'administration Bush, avec le soutien du sénateur McCain, tout le monde pensait que tous les accords de libre-échange étaient bons et qu'il n'y avait pas d'accord sur la main-d'œuvre et sur l'environnement. Eh bien, je pense que ça, c'est le genre d'accord que nous devons mettre en œuvre au même titre que nous luttons contre la manipulation de la devise par la Chine. Voilà, c'est un exemple. Et quand on parle de la Corée du Sud, par exemple, nous avons un accord de commerce avec eux. Ils vendent des centaines de millions de voitures aux États-Unis et nous pouvons vendre également, nous ne pouvons vendre que 45 millions de voitures là-bas. Ce n'est pas juste et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas content de cette politique. Vous savez, j'admire tellement le sénateur Obama. Il faut véritablement qu'il fasse attention aux mots. Il a dit, nous allons considérer la possibilité des forages offshore. Mais il faut que nous le fassions tout de suite, maintenant, pour réduire le prix du baril de pétrole, parce qu'il faut montrer au monde que nous avons nos propres réserves, nous avons les technologies, donc nous devons le faire tout de suite. En ce qui concerne les accords de libre-échange, je suis en faveur du libre-échange et nous avons besoin d'avoir des programmes de formation dans le cadre des universités pour favoriser le libre-échange. Mais laissez-moi vous donner un exemple d'un accord de libre-échange que réfute le sénateur Obama. Les biens et les produits que nous envoyons en Colombie, que nous vendons là-bas, qui sont l'un des plus grands producteurs agricoles auxquels nous importons, nous avons donc payé des entreprises pour envoyer nos produits là-bas.
Et en échange, leurs produits viennent gratuitement dans notre pays. Et maintenant, le sénateur Obama, qui n'est jamais descendu plus au sud que la frontière méridionale de notre pays, souhaite mettre fin à cet accord et donc ne veut tourner le dos à un pays qui vient de libérer 3 Américains, qui est pourtant un accord qui aiderait à créer des emplois aux États-Unis, parce que ça créera un marché pour nos biens et pour nos produits en Colombie. Et cela permettrait de gagner beaucoup d'argent. Le libre-échange avec la Colombie est quelque chose qui est évident, mais peut-être qu'il faut, pour comprendre cela, voyager un petit peu plus, se rendre là-bas pour comprendre ce qui se passe. Je vais répondre. En fait, je comprends très bien. L'histoire en Colombie à l'heure actuelle, c'est que certains leaders politiques ont été la cible d'attentats. Et il n'y a pas eu de poursuite ensuite. Moi, ce que je dis, c'est que l'accord de libre-échange dispose de points concernant la protection du travail, certes, mais et les droits de l'homme et la violence. Nous devons nous assurer qu'aucune violence n'est commise à l'encontre de ceux qui souhaitent s'organiser de point de vue syndical. C'est pour ça que j'ai appuyé l'accord de libre-échange avec le Pérou, par exemple, car il y avait un aspect droit de l'homme. Ce qui est important, c'est d'avoir un président qui comprenne les bénéfices du libre-échange, mais qui va remettre en cause des accords de libre-échange inégaux et qui ne sont pas justes. Nous avons commencé sur l'énergie, donc permettez-moi d'y revenir. Quand j'ai parlé des constructeurs automobiles, pour le moment, ils sont un peu paralysés. Ils vivent une époque difficile, étant donné le prix élevé du pétrole, et maintenant, avec la crise financière, eh bien, les gens n'ont pas de prêt pour acheter des voitures. Nous devons les aider, mais il faut qu'ils soient responsables d'une chose. Il faut absolument qu'ils commencent à construire, à développer des voitures qui prennent en compte les questions environnementales. Je crois que Détroit a traîné les pieds un peu trop longtemps. Le transport est responsable de 30% de notre consommation énergétique. Donc, je crois que si nous appuyons sur ce levier-là, nous pourrons aller vers la direction que nous souhaitons d'indépendance énergétique et nous pourrons en plus créer 5 millions d'emplois nouveaux sur notre territoire pour fabriquer, construire ces nouvelles voitures. Je pense également à la construction d'éoliennes, de panneaux solaires, tous ces éléments propres qui protègent l'environnement et qui pourraient être les leviers de notre économie pour le siècle à venir. Je voudrais juste dire que le sénateur Obama ne veut pas d'un accord de libre-échange avec nos plus grands alliés dans la région, mais il veut s'asseoir et discuter sans condition avec Hugo Chavez, quelqu'un qui a aidé les organisations terroristes. Le libre-échange entre les États-Unis et la Colombie ne peut que nous apporter des bénéfices. Ce sont des dollars qui auraient pu aller pour créer des emplois aux États-Unis, pour ouvrir de nouveaux marchés à nos produits. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute sur le fait que le sénateur Obama veut limiter le commerce et augmenter les impôts. Et le dernier président des États-Unis qui a essayé de faire ça était M. Hoover, et nous avons connu une immense dépression, une récession économique. Et ça ne se passera pas lorsque je serai président. Sujet, la protection de santé. Étant donné la situation économique actuelle, est-ce que vous seriez en faveur d'un contrôle des coûts de santé plutôt que d'étendre la couverture santé? Nous devons faire les deux, et c'est ce que propose mon plan. Moi, j'ai voyagé à travers le pays. Voilà la question qui va vous tirer une larme jour après jour. Moi, je vais voir les gens. Il y avait 2 femmes qui avaient à peu près la cinquantaine, qui ont été licenciées. Aucune ne disposait de protection sociale et d'une protection en matière de santé. Elles étaient désespérées. Bien sûr, elles étaient préoccupées. En cas de maladie, que va-t-il arriver? Tout leur argent va passer dans les médicaments. Donc, si vous disposez d'une couverture maladie, pas besoin de faire quoi que ce soit. Si vous avez une couverture maladie grâce à votre employé, très bien,
conserver cela. Nous ne voulons pas réduire les coûts pour que cette épargne vous soit imputée. Nous voulons nous assurer qu'il y aura cette prime de $3 000 pour les familles, pour leur santé. Nous voulons, si vous n'avez pas de couverture maladie, que vous puissiez bénéficier d'une couverture maladie, celle que nous avons, le sénateur McCain et moi, fédérale, donc la couverture maladie fédérale. Nous voulons nous assurer que les compagnies d'assurance ne peuvent discriminer sur des conditions un peu douteuses. Nous allons investir sur les technologies de l'information pour éliminer la bureaucratie et pour que le système soit plus efficace, et nous allons nous assurer que nous allons bien gérer les maladies chroniques telles que le diabète, qui coûtent énormément mais qui peuvent être prévenues. Il faut les prévenir. Donc je crois que cela va coûter peut-être à court terme, mais à long terme, par contre, nous allons épargner. Et de cette manière, en plus, nos familles américaines seront en meilleure santé et nous allons améliorer le budget. Très bien, sénateur McCain. Oui, c'est une situation très difficile, très pénible pour les Américains. Les primes d'assurance maladie montent. 47 millions d'Américains n'auront pas d'assurance maladie. Et le problème, c'est qu'il y a des coûts qui sont en augmentation des soins médicaux. C'est vraiment très pénible pour bien des familles aux États-Unis. Je suis tout à fait convaincu qu'il faut faire beaucoup de choses. Il faut mettre les dossiers médicaux en ligne, davantage de centres de santé communautaires. Il y a le problème de l'obésité parmi les jeunes. C'est l'une des statistiques les plus alarmantes que l'on puisse voir. Il faut des programmes alimentaires pour la nutrition. Tous les parents devraient être au courant, devraient être informés. Il faudrait peut-être récompenser les salariés qui rejoignent des clubs de fitness. Peut-être des crédits fiscaux de $5 000 par famille. Voilà, pour les clubs, pour ceux qui vont dans les clubs. Et un message à Joe le plombier. S'il n'y a pas d'augmentation d'impôts sur la plus-value, si vous êtes salarié, si vous avez des enfants, si vous n'adoptez pas le plan du sénateur Obama, il va vous trouver. Je ne pense pas que Joe le plombier veut payer une amende quand il connaît des difficultés aussi grandes dans l'économie américaine. Le sénateur Obama veut de la bureaucratie en matière d'assurance maladie. Il veut un système unique, c'est comme ça qu'il le dit. Alors vous serez comme au Canada et en Angleterre. C'est vrai, Monsieur Obama? Non, ce n'est pas ça. Moi, je viens de décrire mon plan et je suis ravi de vous parler, Joe. Vous n'allez rien payer, zéro. Car, comme je l'ai dit lors de notre dernier débat, et je le répète ici, les petites entreprises sont exemptées de cette exigence. Par contre, les grandes entreprises qui peuvent fournir la couverture maladie à leurs employés, oui, ils devront le faire. Mais les petites, non. Les grandes, elles peuvent payer. Donc nous avons le choix. Soit ils fournissent une couverture maladie à leurs employés, ou alors quelqu'un va devoir le faire. Ce qui se passe, c'est que ces employés vont directement dans le système Medicare, ou alors ils vont aux urgences. Et à ce moment-là, c'est un coût pour tout le monde dans les primes. La famille moyenne paye $900 supplémentaires pour des primes supplémentaires pour les personnes qui ne sont pas assurées. Donc, nous allons exempter les petites entreprises. Donc, Joe, si vous voulez faire la bonne chose avec vos employés et vous voulez leur fournir une couverture de maladie, nous allons vous allouer un crédit de 50% afin que vous puissiez le faire. Si vous ne disposez pas de couverture maladie et que vous voulez investir dans le plan de groupe, vous pouvez investir dans le groupe que je viens de parler. Mais nous n'avons pas parlé du plan du sénateur McCain. Il dit qu'il va vous donner $5 000, un crédit d'impôt de $5 000. Oui, ça paraît bien, vous allez pouvoir financer votre propre assurance. Mais quel est le problème? Pour 20 millions de personnes,
eh bien, peut-être qu'il n'y aura pas d'assurance maladie, puisque les jeunes auront peut-être une assurance pour 5 000 $. Mais les personnes les plus âgées, les personnes malades, elles n'auront pas d'assurance pour 5 000 $. Les employeurs n'auront plus l'argent pour financer votre couverture maladie à vous. Une fois que ce crédit d'impôt sera épuisé, ensuite, il va imposer les bénéfices que vous recevez de la part de vos employeurs. Et c'est votre plan. Pour la première fois de l'histoire, vous allez imposer les bénéfices de couverture maladie. La politique moyenne, l'assurance maladie coûte 12 000 $ en moyenne. Donc imaginons, vous vous proposez 5 000, ça coûte 12 000, vous allez perdre. Dernier point avec le plan McCain. Les assureurs, les restrictions sur ce qu'elles font, c'est la loi qui impose ces restrictions. Ces lois seraient annulées avec le sénateur McCain. Et je crois qu'il y aurait plus d'exclusion. C'est une erreur. Et je suis convaincu que c'est une différence fondamentale dans notre approche. Monsieur McCain? Joe, vous êtes très riche, je vous félicite, parce que ce que Joe voulait faire, c'est acheter l'entreprise pour laquelle il travaille 10 ou 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous dites que vous voulez distribuer les richesses. Vous prenez l'argent de Joe et vous décidez ce que vous allez en faire. Félicitations, Joe. Et ensuite, vous serez dans la catégorie où vous aurez à payer une amende si vous ne payez pas l'assurance maladie employeur, celle qui est imposée par le sénateur Obama, non pas celle que préfère votre famille, mais celle que préfère le sénateur Obama. 95% des Américains recevront plus d'argent dans le cadre de mon plan parce qu'ils recevront non seulement les prestations actuelles qui seront fiscalisées, oui, mais il y aura en plus 5 000 $, sauf ceux qui auront la belle Cadillac, la grosse voiture, bon, pour toutes les opérations de chirurgie cosmétique, etc. Mais ça sera pour les États-Unis dans leur totalité le coût moyen de 5 800 $. Je leur donne 5 000 $ qu'ils peuvent emporter, qu'ils peuvent utiliser là où ils veulent. Cela leur donnera la disponibilité. Ils pourront choisir leur propre avenir. Ce n'est pas le sénateur Obama et le gouvernement qui décideront leur avenir. C'est vraiment une différence tout à fait fondamentale entre nos philosophies. Dans toutes les propositions du sénateur Obama, il veut que le gouvernement fasse le travail. Il veut que le gouvernement décide. Moi, Joe, je voudrais que vous décidiez. C'est à vous d'avoir l'argent dans votre poche. C'est à vous de choisir le système d'assurance médicale. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a trop de gouvernements. Il y a trop de dépenses. Et le gouvernement a grossi en effectif de 40% en 8 ans. Nous ne pouvons nous le permettre. Le sénateur Obama, avec les démocrates, rend les choses difficiles. Alors, une courte réponse. Brièvement. Vous avez entendu quel est mon plan. Si vous avez une couverture par votre employeur, vous allez le garder. Avec le plan du sénateur McCain, le risque est que certaines personnes vont perdre la couverture maladie qu'elles avaient avec leur employeur. Si votre employeur ne vous fournit plus la couverture maladie, ça peut arriver. La Chambre de commerce américaine, qui d'habitude n'appuie pas les démocrates, a dit que ce plan, le plan du sénateur McCain, pourrait mettre à mal le système dans son ensemble. Moi, ce que je veux, c'est de réduire les coûts, même vous, Joe. Alors, nous allons en rester là et passer à une autre question qui s'adresse au sénateur McCain. Monsieur McCain, vous pensez que l'arrêt Roe v. contre Wade sur l'avortement devrait être revu? Monsieur Obama, vous êtes contre ce point de vue. Est-ce que vous pensez que la Cour suprême vous soutiendrait? Je n'ai jamais je ne me suis jamais opposé à la nomination de qui que ce soit. Mais vous voulez qu'on revienne sur cet arrêt, n'est-ce pas? Je pensais que c'était une mauvaise décision. Beaucoup de décisions que vous avez prises étaient mauvaises. C'est aux États qu'il appartient de décider. Je suis fédéraliste et je crois fortement
qu'il faudrait qu'à la Cour suprême, il y ait des candidats sur la base de leurs qualifications. Il y a quelques années, le Sénat des États-Unis était sur le point d'exploser. Les républicains voulaient juste un vote majoritaire pour confirmer un juge et les démocrates bloquaient les choses. 7 républicains, 7 démocrates se sont réunis. Vous avez eu la possibilité de vous joindre à nous et vous ne l'avez pas fait. Moi, j'ai voté pour le juge Ginsburg et pour un autre juge, non pas parce que j'étais d'accord avec l'idéologie qu'ils représentaient, mais parce que je pensais qu'ils étaient qualifiés. Et ça a des conséquences. C'est une question très importante. Le sénateur Obama a voté contre les 2 juges parce qu'il n'était pas conforme à ces normes idéologiques. Ce n'est pas comme cela qu'il faut juger les candidats. Les élections ont des conséquences, il faut voir quelles sont les qualifications des candidats. Voilà ce que je ferai. Je chercherai à trouver les meilleurs aux États-Unis qui ont bien respecté la Constitution. Mais même s'il s'agissait de quelqu'un qui a toujours été en faveur de l'avortement? Oui, j'envisagerais la candidature de toute personne qualifiée. Je ne pense pas que quelqu'un qui était en faveur de tel ou tel projet de loi serait qualifié éventuellement, mais je n'imposerai pas. Oui, c'est vrai que nous devons faire très attention. Et je crois que pour chaque juge, ce qui est important, c'est sa capacité à parvenir à un équilibre et être juste par rapport au peuple américain. Et certes, c'est quelque chose, cette décision va porter conséquence. Il est probable que l'un d'entre nous deux devra nommer un juge à la Cour suprême. Moi, je suis quelqu'un qui est convaincu que nous avons bien décidé sur Roe vs. Wade. Je crois que l'avortement est une question extrêmement difficile. C'est une question morale. Et je crois qu'il y a que des personnes de valeur dans les 2 camps peuvent être en désaccord. Je crois que les femmes, en consultation avec leur famille, leurs conseillers juridiques, leurs conseillers religieux, leurs médecins sont à même de prendre la bonne décision. Je crois qu'il y a un droit au privé. Il ne faut pas qu'il y ait référendum sur cette question. Je croit que certains des droits dont nous disposons devraient être soumis au référendum, ne devraient pas être soumis au référendum. Donc je crois que moi je vais chercher des juges qui ont donc un historique et un bon historique et qui comprennent les cas qu'ils traitent. Le sénateur McCain et moi étions en désaccord quand la Cour suprême a rendu les choses plus difficiles pour une femme appelée Lilly Ledbetter. Elle voulait, pendant des années, elle a été payée moins que ce qu'était payé un homme alors qu'elle occupait exactement le même poste. Normalement, elle aurait dû aller à la cour et dire c'est la même chose. C'était le même job. Nous avons essayé d'aller à l'encontre de la première décision de justice au Sénat. Moi, j'ai appuyé son effort qu'il y ait une meilleure orientation au sein des cours de justice et McCain était contre. Donc, une femme essaye d'élever sa famille, elle appuie sa famille et elle est traitée de manière injuste. La Cour doit absolument l'aider. Voilà le genre de juge que je veux. Alors, à propos de prescription, c'est une question juridique. Alors, je voudrais mentionner un autre aspect de la question. Il faut modifier la culture des États-Unis. Nous qui sommes pour la vie, comprenons, il faut du courage et de la compassion face à des femmes qui ont une décision très difficile à prendre. Le sénateur Obama fait partie du Sénat pour l'Illinois. Il a voté au comité judiciaire contre un projet de loi qui
permettrait de s'occuper d'un bébé qui est né d'un avortement raté. Et 130 fois en tant que sénateur, il a voté pour autre chose. Un autre projet de loi a été présenté au Sénat de l'État d'Illinois. Il a voté contre l'interdiction d'un avortement partiel. C'est une procédure, c'est une intervention terrible. Et il a voté présent. Autrement, je ne sais pas comment on peut s'aligner sur des extrêmes dans le mouvement pro-avortement aux États-Unis. C'est cela qu'on voit dans ce qu'a fait le sénateur Obama. Il y a eu des votes très clairs. Et je pense que le sénateur Obama a voté contre le sentiment de la plupart des Américains. Oui, je vais répondre. Il paraît incroyable que je vote pour éviter un traitement à un enfant. C'est incroyable car c'est faux. Voilà quels sont les faits. Une loi a été présentée devant le Sénat de l'Illinois qui disait qu'il fallait donc un traitement pour ces enfants, ensuite un avortement raté. Le problème, c'est qu'il y avait déjà une loi dans l'Illinois qui exigeait de fournir ces soins, donc qui s'imposait à moi-même, mais aux républicains, aux démocrates. Certains avaient voté contre, la société médicale, c'est-à-dire l'organisation des médecins, avait voté contre. Ils auraient dû fournir ces soins. En ce qui concerne donc l'avortement, moi je suis pour un moratoire sur les avortements tardifs, sauf dans le cas où il y a un problème de santé pour la mère, où la santé de la mère est en jeu. Je voulais juste inclure cela, je veux juste cela. Ça a été rejeté, et c'est la raison pour laquelle j'ai voté présent, car je veux un moratoire, certes, si nous avons cette exception. Dernier point sur cette question de l'avortement. C'est une question qui nous divise, et il paraît difficile de réconcilier les deux points de vue. Mais il y a un terrain d'entente. Ceux qui croient au choix, ceux qui s'opposent à l'avortement peuvent se retrouver et dire nous pourrions éviter le fait que certaines jeunes filles se trouvent enceintes alors qu'elles ne le souhaitent pas, avec des campagnes. Nous pouvons fournir également des options d'adoption, aider les jeunes mères célibataires si elles souhaitent garder les enfants. Voilà ce que nous avons mis dans la plateforme démocrate pour la première fois cette année. Et là, je crois que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Nous ne sommes jamais pro-avortement. Nous voulons réduire. Votre réaction ? Oui, une fois de plus, l'exemple, la santé de la mère. Le mouvement pro-avortement aux États-Unis interprète ça très très largement. Mais Cindy et moi-même, nous avons adopté des enfants. Nous savons que c'est un grand bonheur que d'avoir un enfant adoptif. Nous ferons tout pour approuver l'adoption, mais cela ne veut pas dire que nous allons arrêter de protéger les droits des embryons, ceux qui ne sont pas encore nés. C'est tout à fait vital de le faire. Il faut aider les jeunes femmes qui ont des décisions aussi difficiles à prendre dans un esprit de compassion. Nous avons aidé à l'adoption, mais il faut également aider à ce que les enfants viennent au monde. J'aimerais passer au thème de l'éducation, qui sera très certainement notre dernier thème pour ce soir. La question est la suivante. Les États-Unis dépensent plus par tête que tout autre pays pour l'éducation. Et pourtant, selon toutes les mesures et les indices internationaux, nous avons malheureusement des résultats assez médiocres au niveau de l'école primaire. Et donc, cela a des répercussions très claires.
Cela peut même représenter une menace sur notre sécurité nationale. Qu'en pensez-vous? Et qu'en pensez-vous faire pour Oui, je pense que ça a à voir avec notre avenir économique, c'est clair. C'est une question également de sécurité nationale parce que aucune nation sur la planète a eu ces problèmes économiques et a maintenu toutes ses forces militaires comme la nôtre. Nous devons jouer la carte de l'éducation. Dans le passé, il y a eu un débat entre augmenter les fonds ou la réforme. Et je pense que nous avons besoin de ces deux éléments. Et dans certains cas, par exemple, nous allons devoir investir dans l'éducation de la petite enfance. De cette façon, on va pouvoir régler les problèmes de réussite scolaire. Et tous les fonds que l'on va investir, eh bien, ça sera profitable. On va réduire, par exemple, les abandons, entre autres choses. Il faut, bien entendu, recruter de nouveaux enseignants, une armée de nouveaux enseignants. Surtout dans le domaine scientifique, il faut augmenter leur salaire et également appuyer, disons, une plus grande transparence et un plus grand niveau. Je pense que l'université doit être abordable. Je rencontre aujourd'hui, par exemple, de nombreux jeunes qui ont décidé de ne pas aller à l'université et ceux qui vont à l'université, ils s'endettent de plusieurs milliers de dollars pour y aller et, par exemple, dans des domaines tels que la recherche fondamentale et d'autres, eh bien, ces personnes qui étudient dans ces domaines doivent contracter une dette incroyable avant d'avoir leur diplôme. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on pourrait créer un service d'intérêt général en échange donc d'une aide pour l'éducation. Et si nous faisons donc tous ces projets, je pense que de cette façon, nous pourrons créer un système scolaire d'une meilleure qualité. Dernier point, ce sont les parents. Nous ne pouvons pas agir simplement dans l'établissement scolaire. Les parents vont devoir assumer leurs responsabilités, mettre de côté les jeux vidéo et commencer donc à insuffler une nouvelle philosophie. C'est une question de droit civil du XXIe siècle. Il ne fait aucun doute. Nous avons réalisé un accès à tous à l'école, un accès égal après une lutte très longue. Quel est l'avantage quand vous êtes dans une zone défavorisée d'envoyer un enfant dans une école qui ne marche pas très bien? Le choix de l'école, c'est l'un des éléments clés. On en a déjà la démonstration à la Nouvelle-Orléans, à New York et ailleurs. Il y a des écoles où nous avons de bons enseignants que nous récompensons. Et nous trouvons un autre travail pour les enseignants qui sont moins bons. Il faut que nous donnions les mêmes choix aux parents que ceux dont ont bénéficié les Obama et ma femme et moi, pouvoir envoyer les enfants là à l'école de leur choix. La concurrence, le type de concurrence qui permet d'augmenter le niveau des différents types d'écoles. Résoudre le problème avec de l'argent, non, ça n'est pas une bonne solution. Certains des systèmes scolaires les plus mauvais reçoivent le plus d'argent par élève. Donc je pense qu'il faut bien rémunérer, bien récompenser les enseignants de bonne qualité, des organisations telles que Teach for America. Les gens peuvent aller enseigner sans avoir à passer différents examens qu'on leur demande de passer dans différents États. En ce qui concerne l'université, il faut qu'il y ait des prêts aux étudiants, il faut qu'ils puissent payer selon leur disponibilité. Il faut des programmes en matière de frais de scolarité et il faut répondre à l'inflation. Pensez-vous que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle plus important dans ces écoles, avec plus de fonds de la part du gouvernement fédéral? Nous avons une tradition de contrôle des écoles à l'échelle locale. C'est une tradition qui a bien fonctionné jusque-là. Mais je pense qu'il est important que le gouvernement fédéral monte au créneau et aide certaines collectivités locales à améliorer les écoles. Par exemple, le président Bush avec la loi No Child Left Behind. Malheureusement, il n'y a pas eu les fonds qui ont suivi. Et certaines collectivités scolaires se sont retrouvées avec
avec des programmes qui n'étaient pas financés. Pareil pour l'éducation spéciale. Nous avons dit que toutes les écoles devraient fournir un enseignement spécialisé pour les enfants qui en ont besoin. Et nous n'avons pas mis les fonds nécessaires, donc certaines écoles ont été en proie de difficultés. Donc, il faut insister sur l'éducation de la petite enfance. Il faut augmenter les salaires des enseignants et travailler davantage. Je suis d'accord avec le sénateur McCain. Nous avons augmenté le nombre d'écoles et d'établissements scolaires spécialisés. Je pense que c'est très important. Nous avons également un autre point de convergence. Nous voulons que si nous avons tout du moins des mauvais enseignants, qu'ils soient rapidement remplacés après avoir passé un examen pour bien vérifier qu'ils n'ont pas la compétence. Nous devons également donner des aides pour régler donc tous les problèmes dans le domaine éducatif. Je ne suis pas d'accord avec le sénateur McCain quand il parle de l'accessibilité et du caractère abordable de l'enseignement. C'est un problème économique. Il y a certains programmes spécifiques qui étaient prévus pour aider les jeunes. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas parler de ces programmes si nous n'avons pas les fonds pour le faire. Je pense que ça, c'est un exemple de priorité de l'avenir. On ne peut pas dire certaines choses et ensuite ne pas traduire cela dans les faits de façon concrète. Sénateur McCain, vous avez parlé des prêts étudiants, entre autres. Eh bien, il va falloir que quelqu'un paye tous ces prêts. Ça ne va pas sortir du néant. Une réaction? Je suis sûr que vous savez, Monsieur Obama, du programme dans les écoles de Washington, D.C., de ce qu'on enseigne à nos enfants, qu'il y a 9000 parents qui ont demandé à participer à l'élaboration de ces programmes parce qu'ils veulent avoir le même choix que vous avez eu avec votre femme et que celui que j'ai eu avec ma femme. Ils veulent être en mesure de choisir l'école qui, à leurs yeux, est la meilleure pour leur enfant. Et nous savons quel est l'état des écoles à Washington. Je suis tout à fait surpris, Monsieur Obama, que vous n'ayez pas porté attention à ce problème. En ce qui concerne la loi No Child Left Behind, c'est à mon avis une loi qui était véritablement un grand pas en avant, parce qu'elle présentait tout ce qu'il fallait pour traiter les problèmes du système éducatif national. Et il faudrait que nous essayions et que nous reconsidérions la possibilité d'autoriser tout cela. Mais, encore une fois, je ne pense pas que la dépense soit toujours la meilleure réponse. Il y a un autre programme pour donner un bon élan dans le système scolaire aux écoliers. Eh bien, il faut peut-être, c'est un très bon programme aussi, et peut-être qu'il faut réformer ce programme et pour le financer correctement, pour qu'il soit mieux adapté aux besoins. Il faut que nous réformions ces programmes. Il faut que nous soyons transparents, que nous récompensions ce qui fonctionne. Nous avons besoin de responsabilité, de transparence et de financement à tout cela. Et je vous l'ai dit, meeting après meeting, je rencontre des parents, des enfants et des enfants qui sont frappés d'autisme, et Sarah Palin le sait très bien elle-même. Et nous allons financer la recherche nécessaire pour traiter ces problèmes, pour que nous prenions soin correctement de ces enfants. Et je veux que nous ayons une situation, je l'ai déjà dit, où nous avons une situation où l'éducation est la plus chère aux États-Unis dans le monde. Mais les réformes seront donc aussi les plus chères. Mais néanmoins, je financerai ces réformes parce que nous en avons besoin. Mais je ne continuerai pas de lancer de l'argent à chaque fois qu'on a un problème parce que ce n'est pas toujours la bonne réponse. Je le ferai lorsque nous serons mis d'accord sur la manière d'améliorer notre système éducatif. Je serai bref. Ces aides à Washington, D.C., eh bien, le sénateur McCain a tout à fait raison. Le système scolaire est dans une situation lamentable et c'est le cas depuis de nombreuses années. Donc, il faut soutenir toutes les personnes qui ont travaillé inlassablement et qui ont pris de nombreuses initiatives, notamment dans les écoles spécialisées. Mais encore une fois, la situation est la suivante. Même si le sénateur McCain disait que
ces aides étaient la bonne chose? Eh bien, non, parce que ça n'a pas réglé les problèmes. La priorité dans la politique éducative du sénateur McCain est la suivante. Augmenter les aides à Washington, D.C. De plusieurs milliers de dollars. Donc, 50 États américains ne pourront pas bénéficier de cette réforme. Donc, si on veut être sérieux, il faut que le président s'attaque à tous ces problèmes dès le départ. Mais il n'y a pas assez d'aide, et c'est pour ça qu'on ne devrait pas le faire. Voilà, bon, d'accord, j'ai compris. Messieurs, nous en arrivons au terme de notre débat. Avant de vous demander votre conclusion, j'aimerais inviter nos téléspectateurs, nos auditeurs, à se rendre sur le site de mydebate.org où vous pourrez revoir le débat de ce soir ainsi que les deux autres débats précédents, les trois autres débats précédents. J'aimerais demander la conclusion de sénateur McCain. Encore une nouvelle fois, merci à Hofstra. Je suis très heureux d'être une nouvelle fois avec vous. Je pense que nous avons eu un débat très ouvert. Ce que j'ai dit dans mon commentaire d'ouverture est que nous vivons des temps très difficiles. Nous avons des défis très difficiles à surmonter pour le peuple américain. Et nous en avons encore fait la preuve aujourd'hui. Il faut à l'Amérique une nouvelle orientation, un nouveau cap. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce que nous avons fait ces 8 dernières années. J'ai un historique de réformateur, pour m'opposer à mon parti, aux autres partis, travailler avec tout le monde sur la couverture santé, sur le financement de certains programmes dans ce pays, pour l'établissement de la commission du 11 septembre. J'ai une longue histoire et j'ai toujours été responsable avec l'argent du contribuable pour rendre les couvertures santé abordables. Il faut que nous améliorions le niveau du système éducatif pour tous nos citoyens, pas seulement pour les plus privilégiés. Il faut que nous réduisions la dépense parce que ça remettra en cause l'avenir de vos enfants. Et toutes les promesses, tous les engagements que nous avons faits avec le sénateur Obama s'appuieront sur la confiance que vous instillerez en nous. Nous chercherons à rendre l'Amérique plus sûre, plus prospère. Nous travaillerons avec toutes les institutions du gouvernement. Et je vous demande donc non seulement de regarder mon historique, mais également les propositions que j'ai avancées pour l'avenir. J'ai passé ma vie entière au service de ce pays et j'ai toujours fait passer mon pays en premier. Je suis le dernier d'une longue lignée de McCain qui ont servi ce pays. Et ça a été le plus grand honneur de ma vie que de servir ce pays. C'est un grand honneur et j'espère que vous me donnerez une nouvelle possibilité de servir mon pays. Je serai honnête et humble. Je tiens à remercier le sénateur McCain et vous aussi, Bob, pour ce travail. Je pense que notre pays est en proie à difficultés à l'heure actuelle. Les politiques des 8 dernières années et le refus de Washington de s'attaquer à tous ces problèmes nous a conduit à cette terrible crise économique depuis la Grande Dépression. Je pense que le plus grand risque que nous courons aujourd'hui, c'est d'adopter les mêmes politiques et les mêmes échecs politiques que nous avons pu constater au cours des 8 dernières années et attendre des résultats différents. Nous avons besoin d'un véritable changement et c'est ce que je propose. Vous savez, au cours des 20 derniers mois, vous m'avez invité dans vos maisons, vous avez partagé votre expérience avec moi et une fois encore, vous avez confirmé la générosité et la décence du peuple américain. Et je suis sûr que de jours meilleurs nous attendent. Mais encore une fois, nous allons devoir investir à nouveau dans le peuple américain. Des réductions d'impôts pour la classe moyenne, des aides pour les étudiants qui souhaitent aller à l'université, des entreprises pour qu'elles puissent créer des nouvelles énergies, les énergies du futur, adopter des politiques qui vont permettre de rehausser les salaires et renflouer la classe moyenne. C'est ce que j'ai défendu pendant toute ma carrière. Voici les politiques que je tiens à ramener jusqu'à la Maison-Blanche. La tâche ne va pas être facile et ne va pas se passer du jour au lendemain. Nous allons tous devoir nous allier, démocrates, républicains, indépendants. Nous allons devoir former un front commun. Il va falloir insuffler un nouvel esprit de sacrifice et je suis sûr que nous en sommes capables. Je vous demande donc de m'accorder votre voix et je vous promets que si vous me faites le grand honneur de me désigner votre président, je vais travailler tous les jours de façon inlassable à votre service et au service de l'avenir de nos enfants. Merci infiniment.
Sénateur Obama, sénateur McCain, merci à vous deux. Voilà, nous pouvons clore ce dernier débat. Je suis Bob Schiffer de CBS et je vous laisse sur ces mots de ma mère. Allez voter, ça vous fera sentir plus fort. Bravo, bravo, merci infiniment. Bravo, bravo. Voilà une excellente conclusion du journaliste de CBS. Allez voter, disait sa mère. C'est un débat poli, très courtois, mais un débat un petit peu ennuyeux. C'était le troisième débat entre Barack Obama, le démocrate, et John McCain, le républicain. John McCain qui dit « Je ne suis pas George Walker Bush. Si vous voulez l'affronter, il fallait le faire il y a 4 ans. » Il répondait à Barack Obama. Il refuse en fait d'être associé et d'être comptable de la politique de George Walker Bush, le président actuel. Barack Obama dit, lui, que l'avortement est un droit personnel des femmes. Ces deux thèmes ont donc été abordés, l'économie et l'avortement, dans ce troisième et dernier débat des deux candidats à la Maison-Blanche. Il y a eu également beaucoup de déclarations d'intention autour à la fois du système de santé, de la réduction des impôts avec des montants bien différents pour les deux adversaires. Également une critique de leur programme réciproque et de la manière d'avoir conduit le programme. Bref, ce fut un débat de 90 minutes, le dernier donc de ces 3 débats qui les opposent. Avant ce débat, eh bien, c'était Barack Obama qui était en tête des sondages. John McCain, lui, est donc à la peine. Dans sa conclusion, John McCain lui a rappelé son dévouement à sa patrie. Il a demandé à l'ensemble de ses concitoyens de lui remettre les clés du pouvoir pour à nouveau pouvoir servir sa patrie. Barack Obama lui est revenu plutôt sur la crise économique, sur le fait que la classe moyenne était en difficulté et qu'il fallait effectivement pouvoir demain faire une alliance, un front commun avec les démocrates, les républicains et les indépendants pour pouvoir faire face à tous ces défis. On reviendra bien sûr sur ce débat, sur ce dernier débat entre Barack Obama et John McCain dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi cette spéciale élection américaine. À très vite sur TV5 Monde. Merci.